Alors, bonjour tout le monde. Je m'excuse de ne pas être là en personne aujourd'hui, mais je vais passer plus tard cette semaine là, pour avoir la chance de vous voir en vrai. Euh, alors, ma présentation va être assez courte, je pense. Donc, tant mieux pour vous, vous pourrez aller manger. Euh, la commande que j'avais, c'était de présenter mon labo, un peu mon équipe et puis euh, les recherches qu'on fait. La plupart des étudiants et étudiantes dont je vais parler sont plutôt au début de leur parcours et donc ont peu de résultats. Alors, comparativement aux présentations précédentes, là, il n'y aura pas de graphiques et de résultats très, très précis. Mais bon, vous verrez si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Là, je fais ma présentation en français. Là, je tiens pour acquis que c'est correct vu que les précédentes étaient en français. Sinon, les diapos sont en anglais pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec ça. Je commencerai peut-être par me présenter pour les personnes qui me connaîtraient moins. Alors, je suis professeur et directeur de l'École d'études autochtones à l'UQAT. Auparavant, j'étais professeur au département des sciences du développement humain et social. Même si de formation, là, je suis biologiste, donc spécialisé en écologie forestière et paléoécologie au départ, mais depuis plus qu'une quinzaine d'années, là, je travaille avec les populations autochtones, beaucoup au Québec, mais ailleurs aussi, sur différentes problématiques associées à l'utilisation du territoire et aussi pour documenter leur connaissances, leurs perceptions, leurs pratiques sur le territoire. Donc, c'est ça qui explique mon affiliation à des départements plutôt en sciences humaines et sociales. Je suis aussi, depuis l'année dernière, titulaire de la chaire des jardins en développement des petites collectivités. Alors, c'est une chaire dont le nom est assez clair, là, mais qui n'est pas seulement orientée vers les études autochtones. Alors, on travaille avec n'importe quelle petite collectivité sur toutes sortes d'enjeux qui sont vécus là, en termes de développement local et territorial. Et je suis aussi, depuis l'année dernière, directeur de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une organisation hébergée par l'UQAT, mais qui n'en fait pas partie. Et c'est une organisation qui a le mandat de recueillir toutes les statistiques, les données qui ont un rapport avec la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour ensuite produire des rapports vulgarisés et des analyses là, pour la population en général, mais aussi pour les décideurs et décideuses en région. Donc, l'Observatoire existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment quelque chose d'important dans le portrait régional. Et une autre chose que je fais, c'est que je suis rédacteur en chef de la revue Écosciences. Alors, j'en profite pour faire une publicité. Et vous avez ici l'adresse du site web de la revue pour celles et ceux qui se cherchent une revue pour publier leurs résultats, leurs travaux. Donc, Écosciences, c'est une revue internationale qui est publiée par Taylor & Francis. C'est une revue qui avait été fondée à l'époque au Centre d'études nordiques de l'Université Laval, qui appartient encore au Centre d'études nordiques. Et la revue publie des articles dans tous les sujets, toutes les sphères de l'écologie. Alors, c'est pas spécialisé dans un domaine de l'écologie en particulier. Le facteur d'impact est de 1,95, mais est encore en train d'augmenter. Et le temps de gestion des manuscrits est très court là, comparativement à d'autres revues, mais pas aussi court que dans les revues prédatrices, évidemment. Alors, si vous avez des questions sur Écosciences, si vous êtes intéressé à publier dans la revue, n'hésitez pas à m'écrire ou à visiter le site web. Donc, sans plus tarder, j'y vais avec les étudiants et étudiantes qui sont sous ma supervision. Lorsque ça s'applique, j'ai indiqué aussi qui sont les co-directeurs, co-directrices de ces personnes-là. Et vous allez voir, j'ai différentes thématiques qui couvrent plusieurs spectres, là, des sciences naturelles jusqu'aux sciences sociales. Alors, quelques projets ici sur les changements environnementaux. Il y a Annie-Claude Bellil, la première qui était indiquée là. Annie-Claude, en fait, elle a terminé sa thèse qu'elle va soutenir le 16 novembre, avis aux intéressés. Les annonces devraient partir bientôt. Alors, Annie-Claude, elle, s'est intéressée aux effets cumulatifs des changements environnementaux
sur les territoires, principalement en forêt boréale. Elle a travaillé avec 2 communautés appartenant à 2 peuples autochtones différents pour développer des outils permettant de mesurer la valeur du territoire du point de vue des Autochtones et comment cette valeur-là est affectée par toutes les perturbations qui ont cours sur le territoire. Évidemment, on parle de foresterie, mais aussi d'exploitation minière, de développement et de transport d'électricité, la construction de routes, etc. Donc, une fois qu'on met tout ça en même temps dans l'équation, de quoi a l'air le territoire. Alors, Annie-Claude a développé des outils assez intéressants pour mesurer ça. Elle a 2 articles qui sont déjà publiés en lien avec sa thèse. Vous pourrez les trouver facilement dans Google Scholar et il y en a d'autres qui s'en viennent. Ensuite, il y a Camilo Gomez qui vient juste de commencer un post-doctorat avec Nicole Fenton et je suis co-superviseur avec aussi, j'ai fait une faute, là, Crystal Mantica Pringle. Et dans le fond, Camilo va réunir les résultats de la plupart, sinon tous les étudiants qui sont sous la direction de Nicole là, dans sa chaire de recherche. Je sais que Nicole vous a parlé auparavant, je ne vais pas tout répéter ça, mais c'est à propos des milieux humides et de voir la perspective autochtone et la perspective scientifique en même temps de ces milieux-là, de leur importance et de leur vulnérabilité aux perturbations. Et toujours sur les changements environnementaux, il y a Maxime Thomas qui est étudiant au doctorat, toujours dirigé par Nicole. Je suis co-directeur avec Mébarek Lamara. Et Maxime s'intéresse aux effets de l'industrie minière sur un certain nombre de plantes qui sont d'importance culturelle pour les communautés autochtones. Par exemple, le bleuet ou le thé du Labrador. Et Maxime va avoir une approche là, avec plusieurs outils différents, dont notamment la génétique. Alors, il commence ces démarches-là avec les communautés. Il n'y a pas encore de résultats qui sont sortis de son travail. Ça se fait un peu sur le long terme. J'ai certains travaux qui ont rapport avec les habitats fauniques. Alors ici, je vous montre Kathleen Church qui commence aussi ce mois-ci un post-doctorat avec Catherine Turgeon et moi-même. Et elle va travailler avec le gouvernement de la Nation Crie sur les politiques de compensation pour la perte d'habitat de poissons. Donc, quand il y a des activités industrielles sur le territoire, des fois, ça va résulter soit en altération, sinon la perte d'habitat de poissons. Les compagnies sont obligées de compenser ces pertes-là. Et là, l'idée, c'est de voir jusqu'à quel point ces activités-là de compensation sont vraiment satisfaisantes et donnent les résultats escomptés. Marie-Pierre Brochu, qui commence un doctorat à l'INRS avec Valérie Langlois. J'agis comme co-directeur. Marie-Pierre s'inscrit dans un gros projet de recherche financé par Génome Canada et Génome Québec. Et c'est un projet sur l'utilisation d'ADN environnemental pour étudier la répartition d'espèces fauniques. On travaille en collaboration étroite avec, encore une fois, là, des communautés autochtones au Québec, puis il y en a aussi qui font des projets similaires en Colombie-Britannique à l'intérieur de ce gros projet-là. Et les communautés, donc, identifient un certain nombre d'espèces d'intérêt pour lesquelles on va réunir des données. Par exemple, il y a l'esturgeon jaune là, qui a été nommé déjà et potentiellement le caribou forestier, il y en a d'autres. Alors, l'idée, c'est de travailler sur des espèces pour lesquelles on a peu de données ou pour lesquelles c'est compliqué d'avoir des données sur la répartition. Et là, on travaille à partir d'échantillons d'eau qui sont pris dans des lacs. Et même, on a des drones pour pouvoir échantillonner des lacs qui sont très, très loin et difficilement accessibles. Et à partir de ces échantillons d'eau, on peut voir des signatures génétiques et ça indique la présence ou l'absence des espèces. Donc, malheureusement, on n'a pas d'indicateur d'abondance avec ça, mais dans plusieurs cas qui nous intéressent, là, déjà de savoir la présence-absence, c'est majeur. Toujours sur la même thématique des habitats fauniques, Eliane Grant, qui fait une maîtrise avec Nicole Fenton et moi. Eliane travaille aussi sur les milieux humides au nord, dans le territoire Crie.
Elle s'intéresse aux effets de l'industrie minière sur ces milieux-là, mais beaucoup à travers là, les habitats de l'orignal. Elle a, en collaboration avec des chasseurs cris, elle a obtenu des poils d'orignaux qui ont été tués par les chasseurs et qu'on analyse là, pour leur contenu hormonal. Et avec ces analyses-là, on a c'est le cortisol, en fait, qui est l'hormone du stress, là, si vous voulez. Donc, avec ça, on peut savoir jusqu'à quel point les animaux étaient stressés et comparer ça avec des analyses cartographiques de ce qu'il y avait dans leur milieu de vie. Deux projets en paléoécologie avec l'équipe de Adam Ali, puis Yves Bergeron et Sébastien Johannin qui sont impliqués aussi. Alors, d'abord, il y a Marion Lacan qui travaille, elle, en Finlande, sur les relations entre le climat, les feux, la végétation, les lichens, les rennes ou les caribous, si vous voulez, et la population Sami. Donc, à long terme, alors de voir comment tout ça était interrelié dans le passé pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça risque de se passer dans le futur. Alors, on sait qu'il y a eu des changements majeurs là, dans ces interactions-là, mais il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites en Suède ou en Norvège sur ces questions-là et relativement peu en Finlande, curieusement. Et donc, Marion va être en mesure de combler ce vide des connaissances, je dirais. Le terrain est fait, les analyses sont commencées, mais on n'a pas vraiment de résultats encore. Marianne Vogel, qui fait un doctorat aussi, elle travaille sur la biogéographie des paléo-îles. Alors, son travail est ici en Abitibi-Témiscamingue. Suite au retrait du glacier, il y avait un gros lac proglaciaire qui recouvrait pratiquement l'entièreté de la région. Et dans ce lac-là, il y avait des îles. Sur ces îles-là, il y avait des petits lacs qui sont encore là aujourd'hui, donc qui sont des petits lacs au sommet de collines. Marianne en a échantillonné un certain nombre pour voir si on est capable de retracer l'historique de la végétation avant la présence du fameux épandant, la présence du fameux lac proglaciaire. Alors, ce lac-là, c'est vidangé 8200 ans avant aujourd'hui. Et généralement, c'est là que commence l'histoire de la végétation régionale. Mais déjà, Marianne a des dates là, jusqu'à 9600, donc près de 1500 ans plus tôt. Et elle a trouvé des charbons, notamment des aiguilles d'épinettes carbonisées. Alors, c'est très encourageant et intéressant et ça va permettre de jeter un nouveau regard sur la colonisation post-glaciaire en région. Certains des projets auxquels je collabore ont des liens en fait, font des liens entre la forêt et le bien-être des populations. Delphine Théberge fait son doctorat à l'Université Laval avec Maude Flamand-Hubert. Je suis co-directeur. Elle travaille sur les bénéfices de la fréquentation de la forêt sur la santé des personnes. Ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, notamment au Japon, mais ailleurs aussi. Et là, l'idée, c'est pas tellement de redire ça, là, parce qu'on le sait que c'est bon pour la santé d'aller en forêt, mais plutôt de travailler avec des parties prenantes sur le territoire pour voir comment faire pour opérationnaliser ça et favoriser l'accès aux forêts pour les populations locales. Et Guillaume Proulx fait un doctorat avec, en fait, dans la région de la baie James avec les populations cris et s'intéresse, cris et non autochtones aussi. Il s'intéresse au risque de feu. Alors, on le sait, là, il y a beaucoup de feux et de plus en plus dans ce secteur-là qui posent des risques aux infrastructures. Et là, on parle ici d'infrastructures tangibles et intangibles. Donc, ce qui est tangible, on le sait, là, les bâtiments, les routes, les lignes de transport électrique, etc. Mais il y a tout ce qui est intangible aussi, et donc plutôt du côté autochtone. Alors, il y a des fois, s'il y a un bout de forêt qui brûle, bien, des fois, ce n'est pas juste une forêt qui brûle, c'est une pharmacie, une école, etc., parce que les populations autochtones utilisent ces forêts-là. Et là, ben, en évaluant leur vulnérabilité et le risque, on va être en mesure de suggérer, en fait, des façons de réduire le risque. Alors, on ne peut pas empêcher les feux de se déclencher, ou en tout cas, c'est plutôt difficile, mais on peut essayer de mieux réagir et de mieux prévenir.
Donc, par exemple, s'il y a un secteur de forêt qui est unique, parce qu'il y aurait une espèce à cet endroit-là, par exemple, de plantes médicinales, on pourrait essayer de trouver des façons de transplanter ces plantes-là ailleurs là, pour multiplier les sites et faire en sorte que s'il y en a un qui brûle, c'est moins problématique pour les activités culturelles. Chloé Pelletier fait sa maîtrise avec le peuple Atikamekw. Elle est dirigée par Benoît Étier et co-dirigée par moi. Chloé s'intéresse au bleuet, qui est une espèce culturelle clé pour les Atikamekw. Et notamment, les femmes Atikamekw fabriquent une pâte de bleuet qui serait comme un genre de, si je veux vous faire une image, c'est comme une confiture avec très peu d'eau dedans. Ça a une consistance très solide. Ça goûte super bon. Et donc, les femmes Atikamekw fabriquent cette pâte de bleuet. Et Chloé est allée sur le terrain avec des femmes Atikamekw pour documenter leur connaissance de ça. Donc, quels bleuets sont utilisés, comment ils sont cueillis, à quel moment, de quelle façon. Ensuite, tout le traitement de ça. Et elle s'intéresse aussi à la transmission des savoirs en lien avec le bleuet et la pâte de bleuet. Alors, elle a travaillé avec des enfants dans les écoles, faire des exercices de cartographie participative. Donc, tout ça est en cours. Là. Il n'y a pas encore vraiment de résultats qui sont sortis, mais c'est très prometteur. Et j'ai certains travaux aussi sur la gouvernance du territoire. Il y a Patrice Gilbert qui fait une maîtrise sur le processus de consultation entre l'industrie minière et les peuples autochtones. Patrice lui-même travaille dans l'industrie minière, comme l'indique son veston et sa cravate. Patrice donc travaille dans l'industrie et il y avait comme une sorte de frustration envers le processus de consultation qui est contrôlé d'une certaine manière par le gouvernement, ou en tout cas, c'est le gouvernement qui fixe les règles. Mais il y a certaines zones floues qui font en sorte que, dans le fond, personne n'est satisfait de ce processus-là, ni les Autochtones, ni l'industrie. Et Patrice, lui, veut suggérer une approche d'alliance entre l'industrie et les peuples autochtones qui va assez à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude où les deux là, sont mis en porte-à-faux. Louis-Joseph Drapeau fait une maîtrise avec moi et Gary Wilson, qui est prof à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Louis-Joseph s'intéresse au fonctionnement du gouvernement régional Iusti-Baie-James, qui est un cas à peu près unique au monde de gouvernement mixte avec moitié autochtone, moitié non autochtone, qui décident ensemble du fonctionnement du territoire. Il y a très peu de cas semblables. Louis-Joseph, dans sa maîtrise, va comparer avec le Finnmark dans le nord de la Norvège, où les Samis ont quelque chose qui ressemble là, avec le gouvernement non autochtone là-bas, mais ce n'est pas pareil. Mais donc, c'est potentiellement un cas à suivre pour d'autres populations autochtones qui souhaiteraient avoir plus de place aux tables décisionnelles. Mais ce gouvernement-là existe depuis 5 ou 6 ans environ, peut-être un petit peu plus. Et il n'y a pas eu encore d'études pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Fait que c'est le travail de Louis-Joseph de faire ça. Et enfin, il y a Chloé Chagnon-Taillon qui vient de commencer une maîtrise avec moi-même et Jérôme Duprat. Et Chloé va s'intéresser aux aires protégées et à la perspective des Autochtones, dans son cas, là, des cris sur les aires protégées. Donc, comment les aires protégées peuvent faire en sorte de permettre aux populations autochtones de continuer leurs activités sur le territoire plutôt que d'être conçues comme des cloches de verre sur des territoires où plus personne n'a le droit d'aller ou sinon seulement que pour marcher, par exemple, et regarder. Mais les Autochtones souhaitent avoir des aires protégées plus dynamiques où pour eux, c'est possible de continuer les activités culturelles et traditionnelles qui, de toute façon, un peu partout dans le monde, là, ça a été montré, ces activités-là sont favorables au maintien de la biodiversité. Alors, Chloé va travailler encore une fois avec des outils de cartographie participative, des entrevues avec différents utilisateurs du territoire. Et dans son cas, elle va essayer aussi d'intégrer les arts dans le processus de collecte de données pour essayer de faire ressortir des choses qui sont plus difficiles à expliquer des fois avec des mots ou sur une carte. Donc, on n'en sait pas trop plus jusqu'à date. Elle est en réflexion sur comment elle souhaiterait faire ça, mais c'est quelque chose d'assez novateur qui pourrait être
intéressant à suivre. Voilà, vous pourrez me remercier d'avoir parlé vite. Vous allez dîner plus tôt. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à les prendre. Merci Hugo. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, est-ce que tu peux peut-être te rapprocher? Déjà, c'était super intéressant. Merci pour la présentation. Et en fait, j'aurais voulu savoir, je n'ai pas retenu les titres des projets ni rien, mais j'ai noté un projet qui travaillait sur, qui était axé sur l'orignal, sur la pression qui est exercée par l'industrie minière, je crois, ou les polluants miniers. Est-ce que en fait la production de cortisol, je ne sais pas comment ça marche en fait dans le corps en fait de l'animal. Est-ce que ça se fait sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être observé facilement? Parce que je me dis ça peut être lié tout simplement à la pression de la chasse aussi, parce que l'animal il est stressé quand on chasse, ça se voit en fait, c'est observé. On a retrouvé dans des situations assez en période de chasse, on trouve des orignaux qui sont sur le bord de route, alors qu'en période hors chasse, on n'a pas ça. En fait, on a des comportements qui sont assez divergents, on va dire. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, en fait, il y a une accumulation là, c'est certain qu'il doit y avoir des pics de production de cortisol quand l'animal, au moment où un stress est vécu, mais le cortisol ne va pas s'en aller tout de suite après, là, il va rester d'une certaine façon. Et l'idée du projet, c'est de comparer des orignaux qui ont été chassés à différents endroits. Donc, d'abord, ils ont tous été chassés, alors ce stress-là, ils l'ont tous eu, là. Il y a aussi le stress de la prédation, là. Ils ont toujours peur qu'un loup arrive sur le coin. Et voilà. Mais sinon, si par exemple, on démontre que les orignaux dont le territoire est plus affecté par l'industrie minière que les autres sont plus stressés, ben ça veut dire que c'est un stress supplémentaire. Mais évidemment, tous les animaux vivent un certain stress associé, comme j'ai dit, à la prédation puis à la chasse, évidemment. Mais voilà, s'il y en a qui sont stressés encore plus, bien là, on peut soupçonner qu'il y aura des impacts sur la santé. OK. Et par rapport au projet sur les bleuets, je trouvais ça super intéressant. Je me demandais si à l'échelle du territoire, on retrouve plusieurs espèces de bleuets et si justement il y a des croisements et est-ce que c'est des croisements volontaires ou est-ce que ça a été fait de manière accidentelle par rapport aux propriétés de la plante et est-ce que ça a un impact sur les usages par exemple, est-ce que ils vont plus utiliser une espèce pour faire varier le goût, en fait, on va dire, par exemple. Ben alors, il y a le projet de Chloé là, sur la pâte de bleuet, puis il y a aussi le projet de Maxime qui travaille sur le bleuet aussi. Là, les deux étudiants le font. Dans le cas des populations autochtones, en tout cas ici, là, celles avec lesquelles on travaille, il n'y a pas de plantation, là, puis je dirais presque d'agriculture de bleuets. Alors, c'est de la cueillette de bleuets sauvages. Mais oui, c'est vrai, il y a plusieurs espèces différentes. Puis même à l'intérieur d'une espèce, il y a une certaine variabilité dépendant du site où le bleuet pousse. Là. Des fois, les fruits vont être plus ou moins gros, plus ou moins sucrés, plus ou moins bleus, là, ou en tout cas la couleur foncée. Et ça fait partie des choses que Chloé, notamment, là, veut documenter avec ses entrevues. Et elle s'intéresse aussi à savoir si les Autochtones ont les mêmes classifications. Nous, par exemple, en recherche, on va dire, bon, il y a telle espèce avec son binôme latin et telle autre espèce. Mais parfois, chez les Autochtones, il y a des subdivisions plus fines ou alors, des fois même, ils vont considérer comme pareil des espèces qu'en science, on considère différentes. Mais si pour les usages, il n'y a aucune différence, ils ne vont pas en faire de cas. Alors, tout ça, là, ça fait partie des questions qui étaient posées. Mais je le répète, là, il n'y a pas vraiment de culture, puis il n'y a pas de faire exprès de faire des croisements non plus. Okay. Du coup, il n'y a pas vraiment, comme ce n'est pas une culture, il n'y aura pas vraiment de questions au niveau de la phénologie, par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur le décalage de la phénologie de la plante?
Oui, ben, Chloé déjà l'a vécu. Là. En fait, cet été, il n'y en avait pas de bleuets ou presque pas. Alors, ça a compliqué un peu sa collecte de données parce qu'elle parlait aux gens de bleuets alors qu'il n'y en avait pas. Elle pensait d'être en pleine saison et que ça irait super bien pour faire ses entrevues. Mais là, en fait, tout le monde était un peu sur les dents parce que justement, là, c'était une très mauvaise année. Évidemment, pour la pâte de bleuet, ça se conserve assez longtemps. Donc, s'ils ont des réserves de l'année précédente, ce n'est pas trop grave s'il y a une mauvaise année, mais si ça venait qu'à se multiplier, puis il y avait plusieurs mauvaises années de suite, ça pourrait compliquer les choses pour la pérennité de cette pratique culturelle-là, effectivement. Et là, elle étudie la pâte de bleuet, mais le bleuet, ça sert à plein d'autres choses aussi. Là. Évidemment, il consomme autrement qu'en pâte. C'est aussi une plante médicinale. Donc, c'est une plante vraiment très importante dans la culture atikamekw dans ce cas-là, mais aussi chez les Anishinabés, les Cris, les Inuits, plusieurs autres populations autochtones. Ok, parce que je me disais que du coup, si c'est impacté par le changement climatique, est-ce qu'on ne pourrait pas favoriser une espèce qui est justement résistante ou résiliente face aux effets du climat? Mon feeling, c'est que ça va se faire tout seul. Comme j'ai dit, ils collectent les bleuets naturels et ceux qui poussent mal ben, vont être remplacés par ceux qui poussent mieux. Je pense que ça va se faire tout seul. Puis même, je dirais que les bleuetières là, qui sont faites par les non-autochtones, il y a des endroits là, où il y a des bleuets qui sont plantés, on enlève les arbres et on fait comme des genres de champs de bleuets. Ben, c'est pas mieux. Là. Cette année, c'était une très mauvaise année aussi. Donc, même en essayant de faire une sorte d'ingénierie agricole de bleuets, là, ça n'a pas l'air de marcher très fort. Donc, les Autochtones, en laissant aller la nature un peu, mais ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont devoir changer les lieux de collecte, aller à des endroits différents qu'ils connaissent un peu moins. Ça va demander une adaptation. Et c'est pour ça que le processus de transfert de connaissances des plus âgés vers les plus jeunes est très important pour leur donner toutes les bonnes connaissances et les bons trucs pour trouver les meilleurs bleuets. OK. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Oui. En fait, je sais que tout le monde veut manger, mais je veux profiter de l'occasion pour te poser la blague, c'est est-ce que tu as un frère jumeau? Pas que je sache. Bon, ben, si tu n'as pas de frère jumeau, il faut comprendre que le groupe Forêt Froide, l'entente, on est financé par le FRQ et non pas par le FAQNT. Et on a un grand besoin, je pense, qu'il y ait plus de gens comme toi qui s'impliquent. Je ne sais pas si dans l'école d'études autochtones, il y a d'autres personnes où il y a des volontés de développer qui pourraient permettre d'avoir plus d'implication du côté sciences humaines, autant pour les petites collectivités que pour les Autochtones. Bien, certainement. Le projet de Chloé, c'est une co-direction avec Benoît Etier, qui est prof à l'École d'études autochtones comme moi. Il y a Suzy Basile aussi, qui est prof à l'école, avec qui je fais plusieurs projets. Là, il n'y en a pas, je pense, dont j'ai parlé aujourd'hui, parce que ces temps-ci, ça ne donne pas qu'on travaille sur des questions forestières, mais on l'a déjà fait. Puis je sais que Suzy travaille avec Miguel, notamment, là, puis peut-être d'autres collègues aussi. Donc, ça devrait venir. Sébastien Brodeur-Girard, un autre prof de l'école, s'intéresse à la question de l'orignal aussi, puis lui, il travaille dans la réserve faunique La Vérandrie, là, où il y a eu des gros conflits entre les Autochtones et les chasseurs. Les Autochtones demandaient un moratoire sur la chasse à l'orignal. Le gouvernement disait, ben non, il en reste plein. Finalement, le gouvernement a fait un inventaire puis a réalisé que les Autochtones avaient raison de dire qu'il y en avait moins qu'avant, etc. Donc, Sébastien travaille là-dessus. Fait que je pense qu'il y aurait potentiellement de l'intérêt. C'est tout du monde qui appartiennent à d'autres réseaux. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils souhaiteraient s'impliquer à fond dans le réseau des forêts froides, mais peut-être par la bande, là, très certainement. Puis sinon, du côté des petites collectivités, il n'y a pas grand-chose à part moi à l'UQAT. Est-ce que vous voulez qu'on envoie un courriel à ces personnes-là? Est-ce que c'est bon du côté de Yves et de Hugo que l'on contacte ces personnes? Bon, on peut le faire. Moi, si vous voulez, je peux leur en parler. Là. Je les vois souvent. L'affaire, c'est que la plupart là-dedans, c'est des jeunes, c'est des nouveaux professeurs.
qui n'ont pas des millions de dollars de subventions. Là. Donc, ils sont toujours à la recherche d'argent pour faire des projets. Ce n'est pas les idées qui manquent ou la volonté, là, c'est l'argent. Mais si s'il y a des collègues dans le groupe qui ont des sous, je pense qu'ils vont être heureux de collaborer. Sinon, j'aimerais ça dire que du côté européen, là, du côté français, il y en a aussi des chercheurs et chercheuses qui font des choses intéressantes. Je sais là, qu'Adam a fait circuler une invitation à certains collègues pour monter une demande de subvention. Puis là, moi, j'avais suggéré, par exemple, Samuel Roturier qui fait des trucs très intéressants avec les populations Sami, surtout en Suède, dans son cas. Fait que, des deux côtés de la flaque, il y a des bonnes personnes à qui on pourrait parler, oui. Parce qu'une des raisons, c'est qu'on voudrait peut-être faire l'IRM des forêts froides l'année prochaine en Scandinavie, en Scandinavie, probablement en Finlande. On attend un petit peu la réponse de Thomas Sakala. Je pense qu'il doit réfléchir à ça. Mais ce serait une très bonne opportunité parce qu'il y a des groupes français qui veulent y aller. Il y a également des Chinois qui voulaient bosser avec. On a entendu ça hier, qu'il y avait l'intérêt de Django. Adam, je pense qu'il avait un projet avec Marion Lacan là-bas. Donc, ce serait peut-être une bonne idée également d'inviter des profs qui font du travail avec les Samis. Ben oui, certainement. Samuel en est un. Sinon, il y a du monde en Finlande et en Suède qui travaille là-dessus. Minna Turunen, par exemple. En tout cas, il y a quelques personnes.